Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 5e case du calendrier de l'Avent, j'aimerais commencer par vous poser une question. Connaissez-vous l'hérésie d'Orléans ? La réponse est sûrement non. À vrai dire, moi non plus je ne la connaissais pas, jusqu'à ce que je me demande, mais en fait, il s'est passé quoi il y a 1000 ans ? Je vous embarque donc dans mes recherches afin de découvrir le bûcher des chanoines d'Orléans, ou le premier bûcher de la chrétienté médiévale, le 28 décembre 1022. Pour commencer, il faut d'abord se poser une question. C'est quoi une hérésie ? Le mot hérésie vient du grec aéresis, qui signifie choix ou opinion. En fait, si tes idées et tes choix ne sont pas en accord avec ce qu'ont décidé les nombreuses assemblées d'évêques et le pape, alors tu seras qualifié d'hérétique. Bon, maintenant qu'on a éclairci ce pan, on peut se sortir de la tête l'image souvent commune de l'hérétique un peu sorcier, un peu mage noir, bref, l'image du vrai méchant. Les hérétiques d'Orléans, en fait, c'est juste des religieux qui se sont mis à un peu réfléchir sur les textes qu'ils sont amenés à lire tous les jours. Vraiment, là, on n'a ni poison, ni sacrifice, bref, rien de bien sorcier. Revenons au 28 décembre 1022. Selon les sources, on n'a pas le même nombre de chanoines brûlés, mais on peut tout de même dire qu'ils auraient été entre 10 et 14. Certains d'entre eux avaient une place assez importante dans le royaume. L'un, par exemple, était confesseur de la reine Constance, femme du roi Robert le Pieux. De plus, tous ces chanoines se trouvaient sous la direction de l'évêque Thierry, qui a obtenu sa place grâce au soutien du roi, à une époque où Orléans était une ville royale importante. Mais qu'est-ce que ces chanoines ont fait pour qu'on les accuse d'hérésie ? Eh bien, ceux-ci refusaient le baptême et la consécration de l'hostie, considérant qu'on devait obtenir le salut par ses actes et non en demandant pardon dans une sorte d'échange monnayé. Pour eux, seul Dieu peut pardonner, et un homme d'église ne serait donc pas en position suffisante pour laver une personne de ses péchés. Bon, après, selon certaines sources, d'autres éloignements du dogme sont à ajouter, mais considérant que certaines peuvent juste noircir le trait, gardez déjà les deux précédents à l'esprit. Ça permet de comprendre l'idée principale, à savoir que chacun doit choisir d'agir ou non pour obtenir le salut. Mais, attendez, vous l'avez compris le problème. Bah oui, selon cette vision, on n'aurait pas besoin de l'Église pour obtenir le salut. Si on suit cette idée, on pourrait se passer de l'Église en fait. Donc forcément, ça coince. Toutes ces idées des chanoines d'Orléans auraient été découvertes par Aréfat, un chevalier normand informé par l'un de ses fidèles. Le chevalier eut donc pour mission d'infiltrer les hérétiques d'Orléans afin de récupérer des preuves de ces déviances. Face aux éléments qu'il rapporte, un synode, donc un rassemblement d'évêques, se réunit, convoqué par le roi Robert le Pieux. Les évêques ont finalement statué en les condamnant pour hérésie, mais ils leur laissèrent une chance de rester en vie en reniant leurs idées. 2 seulement auraient choisi cette option, tandis que les autres ont été conduits par des laïcs dans une cabane à laquelle on a mis le feu. En réalité, il ne faut pas oublier le contexte politique et territorial qui entoure cette affaire. À une époque où les structures religieuses et féodales sont très liées, un tel problème spirituel peut vite être gênant pour le pouvoir royal. Le royaume de France n'est pas bien grand à cette époque, et il est entouré de puissants comtés et duchés. De plus, rappelons que l'évêque d'Orléans, Thierry, avait été placé là grâce à Robert le Pieux, alors que les autres puissants soutenaient son adversaire, Ouri. On a donc très vite reproché au roi de placer des personnes peu recommandables sur ses évêchés, puisque Thierry n'a pas su empêcher l'hérésie d'Orléans. En fait, si l'affaire s'était déroulée sans que les autres duchés et comtés soient au courant, au fond, cela se serait sans doute réglé de manière bien moins extrême. Mais là, c'est un fidèle de Richard II, duc de Normandie, qui rapporte les faits. De plus, souvenez-vous, l'un des accusés est le confesseur de la femme du roi, ce qui le rapproche à nouveau des hérétiques. Ainsi, Robert le Pieux ne peut pas faire comme si de rien n'était, et sa punition doit être exemplaire. Allez hop, au bûcher. J'espère que vous avez aimé découvrir avec moi cette histoire de l'hérésie d'Orléans et comprendre les différents éléments qui entrent en jeu lors de pareils événements au Moyen-Âge. Comme toujours, vous pourrez retrouver les sources en barre d'infos. Demain, retrouvez Gabriel pour un nouvel épisode, même heure, même chaîne. À bientôt!